Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers participants journalistes, bonjour. C'est un immense plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui pour cette nouvelle série de formations organisée par le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, nous aurons avec nous Monsieur Guillaume Laurin, qui nous parlera de la radio communautaire francophone en milieu minoritaire. Alors, j'aimerais, juste avant de vous présenter Monsieur Laurin, j'aimerais vous rappeler que Monsieur Laurin aura 1 heure pour présenter son exposé et après, on aura encore 60 minutes pour prendre les questions, pour prendre vos questions. Alors, tous ceux qui ont leurs questions peuvent lever la main ou bien écrire leur nom dans le chat. Et ça nous faciliterait aussi de reconnaître les participants s'ils pourraient écrire leur nom et le média pour lequel ils travaillent et si possible leur email et leur numéro de téléphone. Alors, Monsieur Guillaume Laurin, qui est-il? Monsieur Guillaume Laurin, il est directeur général du groupe média Choc FM, CHOQ FM 105.1 à Toronto. Et pour le Grand Toronto, depuis février 2022, Monsieur Laurin est le responsable de ce média. Alors, il est un leader dynamique des médias et des affaires et avec succès, il a dirigé ces boîtes. Un succès qui s'est avéré dans la croissance stratégique, je dirais, et l'avancement des missions, des objectifs et de la marque de l'entreprise. Monsieur Guillaume Laurin est un stratège polyvalent. Il est doté d'une expérience significative dans les secteurs à but lucratif et à but non lucratif. Leader de changements innovants, concepteur de programmes d'avant-garde, M. Laurin est reconnu pour son sens de la communication entièrement engagé envers la vision, les valeurs et la satisfaction des parties prenantes de l'entreprise. Et aujourd'hui, je veux accorder la parole d'abord à Madame Amparo Garcia, qui est rattachée de presse, qui va, à sa façon, vous souhaiter la bienvenue. Oui, merci Joël et tout le monde. Bonjour, je m'appelle Amparo Garcia, je suis l'attachée de presse à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Merci à tout le monde pour être ici avec nous ce matin. Je voudrais remercier à Monsieur Guillaume Laurin, qui Joël a déjà présenté. Donc, je voudrais seulement remercier Guillaume et tout le monde pour être ici avec nous ce matin. Je sais que ce sera une excellente formation et c'est la 9e formation que l'ambassade a organisée cette année pour les journalistes en Haïti et on va continuer de le faire. Merci beaucoup et bonne formation. Merci Madame Amparo Garcia. Maintenant, j'accorde la parole à Monsieur Guillaume Laurin, qui est canadien, comme vous le remarquez d'ailleurs, francophone aussi. Il nous parlera de la radio communautaire francophone en milieu minoritaire. Bonjour, Monsieur Laurin, et bienvenue. Bonjour Joël et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Garcia, ravi d'être avec vous. Merci pour cette invitation, très honoré de présenter notre travail et nos réalités sur le continent nord-américain, ici plus précisément à Toronto, Canada. Nous sommes en milieu minoritaire dans la francophonie, puisque Toronto est une ville très majoritairement anglophone, vous le savez probablement, mais il existe des communautés francophones extrêmement dynamiques, extrêmement présentes, et notre rôle en tant que média est de les informer, de les divertir un petit peu aussi, puisque à travers la radio, on diffuse beaucoup de musique, mais on essaye également, au-delà de ça, d'avoir cette mission sociale, de leur tendre le micro et de leur tendre la main, de faire ensemble que toutes ces communautés se connaissent davantage, travaillent davantage les unes avec les autres pour le bien commun. Ici, au Canada, nous avons des gens des 4 coins du monde qui se retrouvent dans une société extrêmement multiculturelle, extrêmement diversifiée. Et c'est vrai aussi dans la francophonie, on a des gens qui, comme moi, viennent du continent européen. Peut-être que
pouvez déceler à mon accent que je suis français d'origine. Je suis arrivé au Canada il y a 10 ans, et puis je suis devenu Canadien aujourd'hui. Mais beaucoup de gens viennent du continent africain, également des Caraïbes, et on a pas mal de représentants d'Haïti dans nos rangs. Je dois signaler en passant que le président de notre organisme est un ressortissant haïtien d'origine, également canadien, et c'est un artiste, un écrivain et une personnalité que vous connaissez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, qui s'appelle Gabriel Osson, et qui, Gabriel, a publié un certain nombre de romans et de recueils de poésie, mais aussi des albums de musique et de chansons parlées, ou encore de la peinture et bien d'autres choses à son actif. En tout cas, notre rôle à nous, en tant que radio communautaire, est de faire mieux connaître toutes ces communautés qui font vivre la francophonie locale et de les intégrer dans nos programmations. C'est peut-être ces éléments-là qui vont intéresser mes chers confrères journalistes davantage, je l'espère. Je vais commencer par partager, si vous le voulez bien, mon écran de manière à ce que vous puissiez avoir une meilleure idée de qui on est. Est-ce que vous voyez, tout le monde voit mon écran, c'est correct? Je pense que ça marche. Joël a présenté rapidement Choc FM 105.1 comme étant l'organisme que je représente. Plus précisément, l'organisme s'appelle la Coopérative radiophonique de Toronto. Et c'est un organisme donc géré en tant que coopérative, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, mais c'est un organisme sans but lucratif et qui gère 2 médias, plus précisément, Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto et du Grand Toronto, c'est la seule qui existe, en ondes depuis 2006, et puis le média web grandtoronto.ca, qui est un portail web sur lequel vous allez retrouver de l'information, de l'actualité, mais aussi une section magazine, des offres d'emploi et une section événements très importante pour rassembler tous les événements en français dans la ville de Toronto et du Grand Toronto. C'est un portail unique en son genre et on est fiers de l'avoir créé depuis 2007 maintenant et un site web qui donc est très important. Ces 2 médias, on les travaille de manière simultanée avec des équipes dédiées plutôt à l'un ou plutôt à l'autre, mais évidemment, il y a beaucoup de collaboration au sein de nos équipes, j'y reviendrai. La coopérative radiophonique de Toronto, on l'appelle la CRT, existe quant à elle depuis 1991. Donc, vous avez compris qu'entre 91 et la mise en onde sur la bande FM en 2006, il s'est passé beaucoup de temps. Il y a une longue lutte pour exister, pour obtenir une licence de diffusion permanente sur le 105.1, la bande FM que l'on obtient, que l'on utilise depuis 2006. Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu beaucoup de partenariats, d'allées et venues. Je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais sachez que ça n'a pas été une histoire simple et je sais que pour certains médias en Haïti, vous faites partie, vous avez aussi des défis probablement un petit peu comparables à relever. Et donc, je vous tire à toutes et à tous mon chapeau pour tout ce que vous faites au quotidien. Je serai content tout à l'heure de discuter avec vous et d'entendre vos questions. La coopérative radiophonique de Toronto, je vais passer sur mon slide de manière à le voir. Qui sommes-nous, Choc FM et Grand Toronto? Comme je l'ai dit, la seule radio francophone communautaire du Grand Toronto, un marché quand même d'à peu près 60 000 francophones, probablement le double de francophones qui ont le français pour langue seconde, et plus largement plus de 400 000 francophiles, des Canadiennes et des Canadiens qui ont appris le français un petit peu au collège, au lycée, au secondaire, qui l'ont probablement beaucoup oublié, mais qui s'intéressent quand même à la musique francophone, à la culture francophone et à ce qui se passe dans nos communautés. Nous sommes donc, je l'ai dit, un organisme sans but lucratif et un carrefour incontournable pour la francophonie locale plurielle. Je ne vais pas y revenir. Grandtoronto.ca, c'est le portail multidisciplinaire francophone de Toronto
sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations. Je vous présenterai ça plus avant tout à l'heure. Et peut-être que certains ne voient pas l'intérêt d'avoir une radio et un média web, puisque la radio a elle aussi son site web, chocfm.ca. Mais les deux médias sont très complémentaires et on n'y traite pas exactement des mêmes sujets, mais cela permet de faire des grandes économies d'échelle et de proposer aussi pour les annonceurs, peut-être que ces questions-là vous intéresseront aussi, le nerf de la guerre, l'argent. Pour des annonceurs, on propose une exposition à la fois sur une bande FM, sur la radio et aussi sur le web via différentes plateformes. Et plus on a de plateformes, plus on est pertinent, plus on est performant, plus on a des bons chiffres à montrer aux annonceurs, plus on va être en mesure de convaincre et de nous faire confiance. On a une plateforme qui promeut la francophonie. Ça fait partie des missions que l'on a de par notre mandat. On est géré, j'ai dit, par une licence qui nous est octroyée par le CRTC, l'organisme de régulation des médias canadiens. On parle de radio, de télévision, etc. Et donc, nous, notre mandat, c'est la francophonie. Par choix, on est 100% francophone en journée. Ça veut dire que même la musique que l'on passe, à l'exception d'un peu de musique autochtones ou de dialectes, notamment des pays africains qui sont très représentés, on va être 100% francophone. On a aussi une voix, un espace et on offre des outils aux francophones et ça, c'est vraiment une mission importante parce qu'on a une radio communautaire. Ça veut dire que nos portes sont ouvertes à toute la communauté, moyennant une petite membriété assez symbolique. C'est 20 $ canadiens pour toute l'année qui permet d'accéder à la fois à la possibilité de créer des contenus directement pour les ondes, mais aussi utiliser nos équipements techniques, nos studios, et pourquoi pas d'avoir accès à des formations là aussi journalistiques, des formations techniques, des formations pratiques qui sont hyper importantes pour les jeunes, pour la relève, pour des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, des immigrants, et des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent apprendre des nouvelles, qui veulent avoir des nouvelles cordes à leur arc, j'allais dire. On a une approche innovante et multiplateforme. On essaye de rester à la pointe de la technologie. On a adapté nos formes de diffusion pour prendre un tournant numérique il y a des années avec le site web chocfm.ca et une radio web. Et depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment mis l'accent sur la rediffusion à la demande, la diffusion balado, la diffusion podcast, comme on dit en anglais, qui aujourd'hui fait partie, vous le savez, des plus grands moyens de faire vivre des contenus plus longtemps et là aussi d'aller convaincre peut-être des plus d'annonceurs et d'obtenir des contenus qui restent disponibles sur le web, à la fois sur un site web et puis sur des plateformes de diffusion. Aujourd'hui, on est diffusé sur toutes les grandes plateformes de podcast que vous pouvez connaître. On va parler de Apple, de Google, de Spotify, de TuneIn, de toutes ces plateformes. Il y en a des dizaines. On utilise pour ce faire un distributeur qui s'appelle Transistor. Vous pouvez aller voir transistor.fm. C'est évidemment une licence payante, mais qui va nous permettre de faire le travail une seule fois et d'aller mettre un podcast, un son, un audio quel qu'il soit, une entrevue, une émission, et elle va automatiquement être diffusée et sur notre site web et sur toutes ces plateformes de diffusion. Donc, c'est un temps précieux gagné et une belle exposition. Donc, il y a d'autres plateformes qui existent de diffusion comme celle-là. Je ne vais pas vous faire un cours sur ces technologies-là, mais pour ceux que ça intéresse, je serais content de prendre des questions. Et c'est sûr que c'est l'avenir de notre métier. La radio s'invente et se réinvente en permanence. Et il faut aller avec les technologies du moment. On travaille aussi beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. À titre personnel, je m'intéresse à ces questions et j'essaye d'explorer en permanence les nouvelles possibilités qu'elle offre pour notre métier.
faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Je dis toujours que c'est un outil. Il faut pas s'en servir comme une béquille pour ne plus réfléchir. Ça va pas remplacer votre propre intelligence, mais par contre, si vous l'utilisez bien, ça va décupler vos capacités à être efficace, à gagner du temps et à être pertinent. Je vois des mains levées, mais je prendrai les questions en deuxième partie, comme l'a dit Joël. Gardez vos questions pour tout à l'heure, s'il vous plaît. On a une plateforme d'expression populaire, bien évidemment, un espace reconnu de promotion de talents francophones. Ça fait partie de nos missions, et notamment de talents du domaine culturel, artistique. Évidemment, quand on pense à radio, on pense à musique, et donc tous les artistes en devenir passent par nous pour diffuser, se faire connaître. Mais au-delà, on aime bien aller voir ce qui se fait dans la communauté en termes d'art plastique, d'art visuel, et j'en passe. On a un laboratoire d'apprentissage moderne pour la jeunesse et la relève. Je disais tout à l'heure qu'on a transformé notre approche et on a aussi très concrètement adapté nos studios il y a quelques années de ça avec un système multicam qui nous permet de diffuser en permanence, en direct ou en rediffusion des contenus en vidéo depuis les studios. Vous avez certainement vu ce genre de formule chez des confrères un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, des émissions peuvent être filmées et c'est un énorme atout. Alors, un système multicam comme le nôtre, un peu compliqué, c'est une boîte américaine qui nous a monté ça. Ça coûtait cher, mais aujourd'hui, il y a des solutions assez faciles et avec un simple téléphone intelligent, comme vous en avez certainement un, on peut déjà faire pas mal de miracles. On a aussi acheté pour le deuxième studio, puisqu'on a deux studios, un de diffusion en direct et un de production. On a acheté un système de caméras Mevo, M-E-V-O, des petites caméras que l'on peut driver sans fil et qui vont nous permettre de créer des contenus vidéo qualité professionnelle à l'aide d'une tablette et sans fil. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire en studio, mais on peut aller aussi produire des contenus n'importe où dans la ville. On peut se déplacer. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Si on est en pré-enregistrement, on peut utiliser ce genre de contenu avec beaucoup de succès. Et si vous avez un équipement sonore suffisamment performant, vous pouvez même aller en extérieur, dans un parc ou dans un café, n'importe où, faire de la radio d'une autre manière. Et moi, j'aime ça, essayer de développer ce genre d'approche. On n'est plus dans l'époque où on était tout le temps enfermé dans un studio à recevoir des gens ou à prendre des appels téléphoniques. Aujourd'hui, il faut penser large, il faut sortir des studios, il faut aller chez les partenaires, il faut aller chez les acteurs de votre secteur et créer des contenus de cette manière-là. J'ajoute que même si on fait encore beaucoup de directs, on a 2 émissions en direct au quotidien, plus un certain nombre d'autres contenus. On privilégie souvent le préenregistrement, et ça surtout depuis la pandémie de Covid-19, parce que les gens ont pris l'habitude de travailler à distance davantage, viennent moins facilement au studio. On leur a octroyé des équipements assez simples, hein, des micros et des cartes son qu'ils peuvent brancher sur leur ordinateur avec un bon casque pour faire là aussi de l'animation à distance, des enregistrements, des interviews, etc. Ça nous permet d'avoir plus de qualité professionnelle sur le résultat fini. On peut faire de l'édition sonore et de faire des habillages. On a une radio communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec la communauté, avec des gens non professionnels, des gens qui ne sont pas des journalistes, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec du matériel technique, de parler dans un micro, de s'exprimer de manière claire et articulée, ou alors de tout simplement ne pas perdre leurs moyens quand ils sont en direct. Donc, le pré-enregistrement va beaucoup nous aider là-dessus. Je le disais aussi, on a des membres de partout de la communauté non professionnels, on leur octroie des formations, on les met dans des conditions d'enregistrement et ensuite, ils sont capables de travailler en autonomie. Un laboratoire d'apprentissage, j'insiste là-dessus, c'est vraiment ça. On aime que les gens viennent avec leurs propres idées, leur propre créativité,
tu es un passionné d'automobile et tu veux créer un contenu là-dessus chez nous, c'est possible. On va te donner les clés pour créer le contenu le plus professionnel, le plus qualitatif possible. Mais c'est à toi de venir avec ta créativité, tes idées, ton expertise et partager tout ça avec nous. Et je pense que on peut pas tout savoir quand on est journaliste, on peut pas tout connaître, surtout quand on a une petite équipe. Ici, on a 6 employés. Donc, il faut savoir s'entourer de bénévoles, s'entourer de membres actifs et bénéficier de leur propre expertise. Si je passe à la slide suivante, notre mission, c'est donc d'offrir une voie, un espace et des outils à la francophonie locale pour soutenir son enrichissement culturel et son développement socio-économique à travers l'opérationnalisation de 2 médias de masse communautaire, la radio Choc FM 105.1, le portail web en toronto.ca. Notre vision maintenant, c'est une communauté francophone plurielle forte qui s'engage, se rassemble et s'entend dans tous les accents de la diversité du Grand Toronto. Je connais pas exactement la réalité de vos situations locales en Haïti, mais chez nous, comme on l'a dit, la communauté francophone est plurielle. On a des gens d'Haïti, on a des gens de France, on a des gens de plein de pays d'Afrique, on a des gens franco-ontariens de souche depuis 400 ans, on a des Québécois, on a des gens de partout dans le monde qui parlent français, mais qui n'ont pas beaucoup d'autres choses en commun que la langue. Et notre but à nous, c'est de faire en sorte qu'ils se connaissent mieux, qu'ils se comprennent mieux, les informer, les divertir encore une fois, et donc les rassembler, c'est très important pour nous. Et les accents, la diversité, c'est des questions qu'on a au cœur de notre mission, parce que chez nous, plus des 3/4 des auditeurs et probablement des internautes, des lecteurs, sont des nouveaux arrivants, des gens qui sont au Canada depuis moins de 10 ans. Il faut savoir qu'à Toronto, dans l'ensemble de la population, plus d'un Torontois sur 2 n'est pas né au Canada. Okay? Ça veut dire que plus d'un Torontois sur 2 vient de quelque part dans le monde. On est tous issus de quelque part, mais pour Toronto, la situation est très récente. Alors, pour ceux que ça intéresse, on est régi comme coopérative, je l'ai dit. Une coopérative ici, c'est quoi? C'est une personne morale qui adhère au principe coopératif. On a une loi sur les coopératives en Ontario qui date de 1990. Et c'est donc une société légalement constituée qui appartient à un groupe de personnes visant à répondre à des besoins communs. Ce groupe de personnes, ce sont les membres. Je l'ai dit, on a une membriété très minimale, $20 à l'année, qui vous permet de devenir membre et de voter à nos assemblées générales, entre autres choses, mais aussi, je l'ai dit, de diffuser sur nos ondes, de bénéficier de formations et de bénéficier de nos équipements et de nos studios sous encadrement. On n'est pas reconnu par contre comme organisme de bienfaisance, contrairement à d'autres organismes sans but lucratif. À ma connaissance, en tout cas au Canada, c'est pas possible d'être une radio communautaire qui est reconnue comme un organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance, chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres, leur membriété, mais aussi tous les dons qu'on pourrait recevoir pourraient être défalqués des impôts pour les donateurs. Donc ça présente un intérêt certain pour les donateurs. Nous, on prend pas beaucoup de donations, malheureusement, de par le fait, mais c'est ainsi, on n'a pas cette mission-là. Nous sommes sans capital action, terme qui fait référence au montant qui ont investi les propriétaires dans l'entreprise. Nous, c'est juste une membriété symbolique. Voilà, donc un petit peu de droit pour ceux que ça intéresse. La loi applicable, c'est celle du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication canadienne, le CRTC que j'ai mentionné tout à l'heure, avec une loi de 1986 chez nous pour la radio, et donc un certain nombre de missions, un certain nombre de quotas à respecter en ondes. On a le droit de passer un certain pourcentage de musique justement francophone, un certain nombre de quotas de musique de type pop, un quota de etc., etc. Vous avez compris, je pense, comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez ce genre de quota chez vous.
Pour nous, ça nous oblige évidemment à tenir des registres un petit peu carrés, à aussi produire des rapports de diffusion réglementés tous les semestres, entre autres choses. Et donc, on a évidemment à se plier à ce genre d'exercice. Et nos licences de radiodiffusion sont valables chez nous pour 5 ans. On doit les renouveler tous les 5 ans. En ce qui concerne Choc FM 105.1, on va la renouveler l'an prochain. J'en profite pour vous enjoindre, si vous voulez en savoir plus. Je mentionnais tout à l'heure qu'on est diffusé en vidéo. Ça se passe notamment sur notre page YouTube. Si vous voulez aller vous abonner, liker, écouter ce que l'on fait, voir un petit peu plus et peut-être vous inspirer, pourquoi pas, des contenus de nos membres Choc FM sur YouTube, ça sera facile à retrouver. C'est CHOQFM 105.1. Et puis, toutes les plateformes de diffusion que j'ai déjà mentionné, le site chocfm.ca, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on fait, qui on est dans le détail, une section à propos assez complète. Vous allez retrouver l'équipe, les administrateurs que vous voyez à l'écran actuellement, les actuels membres de notre CA, de notre CA depuis, donc on a un CA chaque année depuis qu'on existe et c'est à peu près en fin novembre qu'on tient ce CA, cette assemblée annuelle. Par ailleurs, le CA se rassemble en règle générale tous les 2 mois chez nous pour faire un point, notamment sur les finances, sur l'avancement des projets, sur les ressources humaines et toutes ces sortes de choses. Et donc, vous voyez qu'on a une dizaine d'administrateurs. Au Canada, en tout cas, on a toujours, dans n'importe quelle association, dans n'importe quel organisme, un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente, un trésorier, une trésorière et un ou une secrétaire. C'est l'exécutif, c'est le minimum. Et ensuite, on peut avoir des administrateurs ou des administratrices. Ces gens-là sont bénévoles, mais agissent en tant qu'ambassadeurs pour la coopérative radiophonique de Toronto, pour notre organisme, peuvent assister à des événements en notre nom, peuvent parler en notre nom, évidemment, en concertation avec moi-même, le directeur général, et elles peuvent être signataires ou co-signataires pour des projets, pour des subventions, pour des différentes activités, et surtout, ce sont des gens qui ont des expertises diverses et variées qui nous sont précieuses. Par exemple, notre secrétaire est un avocat et peut parfois nous avoir un regard et un œil d'expert sur des questions litigieuses qui peuvent nous gagner un peu d'argent, un peu de temps. On a des gens qui sont très bons dans le rédactionnel, on a des gens qui sont connectés dans la société civile, dans le monde de l'éducation, dans le monde des arts, dans le marketing. Donc, tout ça, ça va nous aider peut-être quand j'ai un doute, quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai envie d'un avis. Je peux décrocher mon téléphone et appeler un de mes administrateurs pour lui demander ce qu'il en pense. Je ne sais pas exactement quelle est votre situation et comment vous fonctionnez, mais encore une fois, pour un organisme comme le nôtre, savoir bien s'entourer est essentiel. Essayer d'aller piocher des expertises chez les uns et les autres, trouver des gens qui vont agir en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de votre marque, c'est essentiel. Et ça va vraiment vous aider à porter un peu plus haut ce que vous faites. Vous pouvez pas tout faire tout seul, il faut savoir bien s'entourer. On dispose par ailleurs de comités pour nous aider à développer un certain nombre de stratégies. Comités stratégiques justement, comité de ressources humaines, comité de programmation ainsi que comité de finances. Ça, c'est des comités qu'on rassemble, qu'on convoque plus rarement et qui, donc, certains des administrateurs et des administratrices vont vouloir en faire partie, suivant leur expertise, suivant leur passion, suivant leur connaissance. Et on va les rassembler quand on a besoin justement d'avancer sur des politiques. Peut-être qu'on a besoin de remettre à jour des politiques. Une association chez nous a besoin de politiques de ressources humaines, a besoin de politiques de lutte contre les discriminations, etc., etc. Donc, on va parfois devoir mettre à jour ces politiques et travailler avec ces comités là-dessus, ou alors statuer sur des questions plus précises au besoin.
On a la chance d'exister depuis longtemps, ce qui nous a permis de tisser un grand réseau de partenaires. Là aussi, très important de bien s'entourer et pour rayonner, se faire connaître. On peut mettre de l'argent dans la publicité, on peut faire tous les efforts que l'on veut sur Internet. Technologiquement, on peut acheter tous les équipements que l'on veut. On peut se démener beaucoup à faire des belles émissions. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'aller tisser des liens avec des partenaires locaux. Des partenaires, ça peut être des écoles, des universités, des partenaires institutionnels, des villes, des mairies, voilà, des représentants officiels. Ça peut être d'autres associations, d'autres organismes sans but lucratif. Vous voyez l'Alliance française ici, vous voyez le Club canadien de Toronto, vous voyez l'Express de Toronto, notre confrère écrit, papier, qui est un média communautaire d'importance depuis 1976 dans le Grand Toronto et qui est très reconnu aussi. Vous pouvez développer des partenaires évidemment avec d'autres médias, c'est très efficace. Si vous arrivez à bien vous entendre, vous pouvez partager vos contenus ou partager les contenus d'autres médias, ce qui vous gagne un temps précieux et qui va vous permettre d'avoir des contenus de qualité sur vos propres ondes et pourquoi pas aller plus loin dans des partenariats financés avec des échanges d'argent. Vous pouvez offrir de la publicité, vous pouvez offrir tout un tas de formules de services qui vont vous permettre de vivre et d'exister davantage. Et puis, si ça, c'est pas possible, ce qui est toujours bon de faire, c'est des partenariats de visibilité. Vous avez un joli logo, vous avez un slogan peut-être, vous avez des émissions et des contenus à promouvoir que vous diffusez chaque semaine, vous avez un site web, etc., etc. Tout ça, vous pouvez demander à vos partenaires d'en faire la promotion, de partager ces liens. Et plus c'est partagé, plus c'est vu, et plus c'est vu, plus vous allez avoir des bons chiffres, et plus vous allez avoir des bons chiffres, plus vous allez pouvoir convaincre des annonceurs de vous faire confiance, d'autres partenaires de vous faire confiance, etc., etc. Donc, vous avez compris un peu la mécanique, je pense. Encore une fois, ça se construit pas en un jour et ces partenariats-là sont à renégocier chaque année et ces partenariats-là, il faut les faire vivre. Il faut pas signer un papier et ensuite plus rien faire. Il faut continuer à suivre ce qui se passe avec ces partenaires, à leur proposer des contenus. Il faut être force de proposition, ça demande de l'organisation, ça demande du travail. Il faut faire des spreadsheets Excel, il faut aller tenir des dossiers, mais c'est très payant si c'est bien fait. Alors sur cette page-là, vous allez retrouver en détail la description et l'historique de nos médias. Je ne vais pas revenir trop en arrière puisque j'ai déjà à peu près dit l'essentiel. J'ai pas mentionné toutes les plateformes de diffusion sur lesquelles on trouve Choc FM, mais vous allez pouvoir les retrouver vous-même. On est aussi sur des canaux de télévision, Bell et Rogers ici à Toronto. On a une application mobile assez simple, mais elle existe. Si vous avez la possibilité aujourd'hui, je sais que ça peut coûter très cher, mais ça peut aussi être fait désormais avec à moindre frais, avec de l'intelligence artificielle. Et ça va vous permettre aussi d'aller toucher un plus grand nombre d'auditeurs, de pouvoir diffuser sur une application mobile. C'est gratuit pour l'auditeur, ça va vous permettre peut-être de diffuser de la pub aussi dessus, etc., etc. En tout cas, c'est une meilleure visibilité aujourd'hui. Encore une fois, j'ignore la réalité de la situation en Haïti, mais je pense que elle doit être aussi comparable. De plus en plus de gens aiment écouter la radio ailleurs que sur un poste radio, sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone mobile, etc., etc. Donc, il faut s'adapter en termes de format de site web, mais aussi en termes de radiodiffusion. Nous, on utilise ici un système de radiodiffusion qui s'appelle SecureNet, qui nous permet d'avoir une web radio en plus de la radio en ondes. Donc, c'est le même contenu qu'on retrouve en direct sur la web radio
et qui nous permet aussi de nous rendre compte, par exemple, que sur le net, on a écouté encore plus à Montréal qu'à Toronto. On a écouté beaucoup à l'étranger, avec des chiffres assez intéressants à exploiter. Donc, tout ça, c'est aussi très précieux comme information pour le marketing notamment. Je voulais aussi ajouter que toute cette présentation, je la partagerai et vous pourrez la retrouver. Donc, si vous avez envie de vous y reporter davantage, ne vous inquiétez pas. Quelques mots sur notre équipe actuelle. On a évidemment eu des hauts et des bas depuis 1991. Moi, je suis directeur depuis début 2022, mais je dois dire que j'étais impliqué à Choc FM depuis 2016. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai travaillé en France dans le milieu de l'art et du marché de l'art pendant une dizaine d'années, donc dans un secteur très concurrentiel privé, dans un domaine très différent. J'étais marchand d'art, j'ai donc un background très différent. En revanche, j'avais une formation de journaliste à la base et quand je suis arrivé à Toronto pour des raisons personnelles, je me suis rendu assez rapidement compte que mon domaine d'expertise était quasiment inexistant. Je n'allais pas pouvoir travailler dans mon domaine et j'ai décidé de me reconvertir dans les médias et je suis arrivé à la coopérative radiophonique en tant que journaliste, tout simplement bénévole. Et donc, on peut se rendre compte que de simple bénévole, j'ai gravi les échelons, j'ai pu devenir ensuite animateur, puis directeur de la programmation et enfin, j'ai été sélectionné après un concours comme directeur général en février 2022. Donc, ça peut donner aussi des idées à certains peut-être. Tout est possible quand on s'en donne les moyens, y compris lorsqu'on n'a pas forcément de formation de départ exactement dans le domaine que l'on souhaite aborder. En tout cas, chez nous au Canada, les possibilités sont assez grandes de travailler, mais on a la possibilité de choisir son avenir si on le souhaite. Tout ça pour dire que l'équipe de Choc FM a beaucoup varié au fil des années, mais actuellement, on a une équipe assez bien stabilisée avec, vous le voyez, différents journalistes. On a une journaliste qui anime une émission matinale, une autre qui anime l'après-midi, une reporter de terrain, donc qui va aller à la rencontre des actrices et des acteurs de la francophonie, des associations, des organismes, de l'actualité civique, communautaire et plus généralement l'actualité du Grand Toronto, mais on cherche toujours à couvrir ce qui intéresse nos compatriotes francophones. Et puis, j'ai une personne en appui administratif à temps partiel et puis une autre personne pour la gestion multimédia et notamment la gestion du portail web grandtoronto.ca et de l'infolettre qui est associée à ce portail web. Et au-delà de cette petite équipe de 6 personnes, on a une très grande famille de bénévoles engagés. On a plus de 40 bénévoles engagés à date. Et chaque année, on accueille des stagiaires d'organismes du monde de l'éducation locale, que ce soit du secondaire, du postsecondaire, de l'universitaire. Tous les organismes francophones nous font confiance pour nous envoyer des stagiaires et c'est un partenariat gagnant-gagnant. On les forme et en échange, ils nous aident à développer des contenus et à travailler la programmation. Mais ils peuvent nous aider aussi sur les ventes, sur le marketing, sur la gestion de communauté web, sur des aspects plus techniques, sur de rédactionnel, sur la radio évidemment. J'en passe des meilleurs. Donc vous avez compris, si vous arrivez à bien les former, à penser à la relève, c'est un atout précieux pour vous. Voilà une possibilité de stage ou de bénévolat. Effectivement, on essaye d'accueillir chaque année entre 10 et 20 stagiaires. Vous voyez que c'est une mission très importante chez nous. Ça prend du temps. Je ne vous cache pas que c'est pas toujours aussi simple que ça y paraît, mais si vous arrivez à tisser ces partenariats-là, vous allez certainement vous rendre compte que ça va vous sauver aussi. Voilà quelques photos de nos studios, de nos équipes, de
d'événements. Et puis quelques chiffres pour mieux nous connaître. À peu près 5000 auditeurs par semaine sur les ondes FM. Pour ça, on a un outil de mesure statistique qui s'appelle StatRadio, qui nous permet d'obtenir ces chiffres. Plus de 10 000 auditeurs par semaine sur la web radio et plus de 30 000 personnes par an sur chocfm.ca, plus de 50 000 sur grandtoronto.ca, plus de 7 000 followers sur les réseaux sociaux et plus de 5 000 abonnés à notre infolettre. Plus on a des chiffres hauts, plus on est content, évidemment. On est toujours dans le développement de ces chiffres. On a un certain nombre de défis à relever dont j'ai pas parlé, notamment sur les médias sociaux. Ici au Canada, le groupe américain Meta a bloqué l'accès tout simplement aux médias d'information canadiens parce qu'il y a un bras de fer avec une loi canadienne qui s'appelle C-18 où le gouvernement du Canada a essayé de faire payer les géants du net, les GAFAM, Google, Facebook, etc., leur juste part de création de contenu, mais certains, comme Meta, ont tout simplement refusé, ont décidé de bannir tous les médias. Donc là, on a été obligé on n'a pas eu d'autre choix que de prendre cette situation comme elle venait, puis on a finalement réouvert des pages sur lesquelles on s'efforce de ne pas partager de contenu d'information. C'est toujours assez difficile de trouver la part des choses et de comprendre ce que l'algorithme de Meta considère comme de l'information ou comme du divertissement ou comme autre chose. Pour l'instant, ces pages sont donc en croissance. On a quelques centaines d'abonnés, malheureusement seulement. Tout est à recommencer. Quelques projets récents pour vous donner une idée de ce que l'on fait en ondes. Quand je parle de projets subventionnés. Ici en Ontario, on n'a pas la chance d'obtenir de financement pérenne, de fonctionnement pour une radio communautaire, ça n'existe pas. Il faut qu'on aille chercher de l'argent par nous-mêmes, qui n'est pas forcément facile comme organisme sans but lucratif. Mais on a la chance de pouvoir appliquer à des subventions pour des projets spéciaux. Hein. Donc, subvention à projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ministère va ouvrir des fonds pour promouvoir une cause et nous, on va faire quoi? On va développer un projet qui répond à ce cahier des charges. On va demander un budget pour produire bien souvent une émission radiophonique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des ateliers de formation, ça peut être des balados, ça peut être des vidéos, ça peut être des webinars, etc., etc. Il faut être un petit peu créatif là-dessus. En tout cas, voilà quelques projets d'émissions qu'on a réalisés il y a quelques temps. Bienvenue à Toronto, une émission pour les nouveaux arrivants. On partageait des trucs et astuces pour bien s'intégrer et prendre ses marques à Toronto. Plus proche de vous, une émission qui intégrait des parcours et des expériences de personnalités francophones locales. Vous voyez aussi en mode vidéo Racine Franco, de même une émission qui allait à la rencontre de francophones qui ont des racines partout dans le monde pour mieux faire connaître justement ces composantes-là dans notre société, en vidéo également. Résonance de l'immigration, émission 100% centrée sur la dynamique de l'immigration pour lutter contre les obstacles systémiques, contre le racisme et la discrimination notamment. Onde positive, une émission qui voulait renforcer les compétences analytiques et oratoires de la jeunesse francophone en milieu minoritaire, lutter contre ce qu'on appelle l'insécurité linguistique, puisque ici, effectivement, beaucoup de jeunes n'osent pas parler français parce qu'ils ont l'impression de mal le parler. Donc, on a fait ces émissions avec des formats d'ateliers, de jeux, de quiz, etc., pour s'adapter à ce public jeune. J'arrive sur la page des questions, mais peut-être que je vais vous proposer aussi de regarder ce slide où vous allez pouvoir retrouver notre application, donc Choc FM en ligne. Et puis, si vous voyez toujours l'écran partagé, je voulais juste vous donner quelques indications sur le kit média dont on dispose, que j'ai
rédigé il y a quelques années et sur lequel on a retravaillé récemment. Si vous n'avez pas de kit média et que vous voulez aller chercher de l'argent, encore une fois, on va pas se mentir, c'est ce qui fait le plus besoin dans notre milieu et dont on ne sait pas toujours comment aborder la chose. Essayez de vous doter de ces armes marketing qui vont vous permettre d'être plus crédible, d'être plus professionnel, d'arriver vers un client potentiel avec un contenu, avec des chiffres, avec une preuve noir sur blanc que vous êtes capable de faire un travail. On va retrouver dans ce kit média effectivement des chiffres. Il faut que ces chiffres-là s'appuient sur des statistiques concrètes, que vous soyez en mesure de prouver ces chiffres. La présence sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas très actif, je sais, c'est toujours laborieux et créer du contenu pour les réseaux sociaux. On a l'impression que ça nous crée un travail supplémentaire considérable. Mais si vous ne le faites pas, vous allez manquer une partie de votre auditoire. Et la multidiffusion aujourd'hui, un petit peu partout, pour nous, c'est une grande révolution qu'on a pris, un tournant que j'ai pris il y a 2 ou 3 ans. Et je dois dire que c'est payant parce que aujourd'hui, de plus en plus de gens ne vont pas aller vous écouter sur un poste radio, ne vont même pas aller vous rechercher sur votre site web, mais par contre vont être des utilisateurs réguliers de Spotify, par exemple, et donc vous vous retrouvez sur Spotify avec plaisir. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que je présente dans un kit média, mais en quelque sorte, l'idée, c'est de se présenter de la manière la plus professionnelle possible, de la manière la plus convaincante possible. Là, c'est un kit média très exhaustif avec beaucoup de pages, et j'en ai une version simplifiée, et j'en ai aussi une version en anglais, puisqu'on va aller démarcher des clients au-delà de la francophonie. Donc, il faut être en mesure d'aller expliquer ce que l'on fait aussi dans la langue de Shakespeare, évidemment. Mais voilà, les chiffres qui parlent, encore une fois, la portée, tout ça, c'est très important. Les annonceurs veulent savoir à qui ils ont affaire, ils veulent savoir qui ils vont toucher potentiellement. Donc, tout ça, ça les rassure un petit peu. Je suis allé chercher des chiffres d'instituts publics reconnus sur notre secteur, notre marché de la francophonie canadienne et ontarienne pour rassembler aussi des chiffres qui vont convaincre. Et là, il va falloir être malin et aller faire parler ces chiffres, évidemment. Mais tout ce travail-là, je dois vous dire que ça prend du temps, mais une fois que vous l'avez, peut-être que vous allez chaque année retoucher un peu ce kit média et ça va vous donner vraiment confiance en vous et confiance pour les annonceurs de vous faire confiance. Là, je présente quelques-unes des offres publicitaires de base que l'on a, mais sans aller trop dans le détail, vous voyez que les annonceurs peuvent publier des offres d'emploi, peuvent publier des événements, peuvent publier tout un tas de choses chez nous sur Grand Toronto. Et puis, on a des tas d'options, évidemment, de traduction, de production, de publicité, avec des choix de voix, avec des choix d'habillage sonore et de diffusion sur les ondes, sur le podcast en ligne, de bannières, mais aussi, il faut être malin, on essaie d'offrir d'autres types de formats publicitaires, des publi-reportages, par exemple, qui vont vous permettre de faire la promotion de vos clients. Essayez d'avoir des témoignages de personnalités en vue, locales, qui vont vous dire du bien de vous. Ça va aussi ajouter dans la confiance. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je reviens sur la page des questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois que je suis assez dans les temps. J'espère que j'ai pas été trop barbant non plus. J'attends vos questions. N'hésitez pas à me les poser dès à présent. Merci pour votre attention à toutes et à tous. Merci, Monsieur Lorrain. Ça a été très clair, la présentation de Choc FM 105.1 à Toronto. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions de la part de nos participants aujourd'hui. Et comme je l'avais dit, j'avais demandé de lever la main ou bien d'écrire sur le chat
Donc, laissez-moi voir quelle est la première main qui est levée et qui a une question pour vous. Bon. Ou bien Frances a une question, elle peut y aller. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie pour votre exposé. Ce matin, c'est concernant la radio communautaire francophone en milieu minoritaire. Je suis Fatima Frances Michel, je représente le journal des femmes d'Espérance depuis le département du Sud. Donc, c'est un journal, disons, en ligne. Donc, la question, je voulais dire une proposition. Bon, je propose une séance de formation sur l'intelligence artificielle. Le pourquoi? Parce que il y a vraiment un manque pour nous. Vous avez parlé de l'importance de ces outils pour nous aider à être beaucoup plus efficaces. Donc, si on pourrait avoir des séances sur A, donc ce serait vraiment bien. C'est une recommandation pour vous. Merci beaucoup. Félicitations. Je ne sais pas si M. Lorrain a la réponse avant que je ne réponde moi-même. Allez-y, M. Lorrain. Est-ce que c'est votre domaine de parler de... C'est pas mon domaine exactement, mais c'est mon domaine d'adoption. Comme je disais, on est connecté le plus possible à ce qui se fait en termes de technologie et de nouveautés dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai la chance d'avoir une chroniqueuse en intelligence artificielle qui intervient régulièrement, et vous allez pouvoir réécouter ces chroniques justement sur chocfm.ca à la rubrique podcast et qui va nous faire découvrir des solutions, des suites logicielles, mais aussi des trucs et astuces peut-être pour maîtriser davantage ces outils-là. Et je dois dire qu'en termes de médias, l'intelligence artificielle a un rôle non négligeable. On pense tout de suite à ChatGPT. Bien évidemment, si vous connaissez mal l'outil, n'ayez pas peur, allez taper ChatGPT dans votre barre de recherche et prenez un compte, c'est gratuit. Vous allez découvrir le fonctionnement de cet outil assez simple d'apparence en tout cas, mais très puissant et sur lequel on peut beaucoup adapter de spécificités, customiser en quelque sorte, si vous me pardonnez de donner l'anglicisme, la plateforme pour obtenir des réponses plus pertinentes. Tout l'art de bien utiliser l'intelligence artificielle générative à partir de langage, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des prompts les plus précis possibles. Les prompts, c'est quoi? C'est un texte que vous allez écrire. Et là, je reviens sur l'idée qu'il faut utiliser son cerveau en amont de l'intelligence artificielle pour bien l'exploiter. Vous avez une tâche à effectuer. Il va falloir vous réfléchir à comment présenter à l'intelligence artificielle cette tâche de manière la plus claire possible, la plus détaillée possible pour que la réponse soit la plus pertinente possible. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative peut répondre en français sans problème, mais elle va être un petit peu plus performante, il est vrai, en anglais. Vous allez faire le choix que vous voulez, mais vous pouvez aller vers l'anglais et faire une traduction ensuite. Les outils d'intelligence artificielle vous proposent également des traductions de grande qualité. Mais au-delà de ça, l'important, c'est de demander à l'intelligence artificielle d'agir en tant qu'expert du domaine, de bien lui préciser de quel domaine il s'agit, ce que vous voulez réaliser comme tâche et des résultats que vous souhaitez obtenir, et de détailler ces résultats, de détailler la manière dont ce résultat va être rendu. C'est-à-dire que si vous voulez rédiger un article de 1500 mots, il va falloir lui préciser ce point, par exemple. Encore une fois, là, l'intelligence artificielle va être un outil. Il va falloir faire très attention avec le résultat obtenu. Ne pas prendre pour argent comptant les faits qu'elle vous donne. La manière dont elle rédige, la manière dont elle réfléchit,
l'architecture et le fil de pensée sont plus importants que les faits donnés. Ces faits-là pourraient être faux, pourraient être inventés par l'intelligence artificielle, malheureusement. Donc, sans entrer dans le détail, vous allez pouvoir lui demander justement de citer ses sources. On n'a pas parlé encore de déontologie journalistique, mais vous le savez, en journalisme, on va toujours aller vers des sources primaires d'information. On va toujours vouloir que ces sources soient trouvables et citables. C'est la même chose pour de l'intelligence artificielle. Donne-moi la source. Tu me dis que 60% des francophones de la région de Toronto aiment le fromage. Où est-ce que tu as pris cette information-là? OK? Si l'intelligence artificielle vous répond que excuse-moi, j'ai inventé cette information, effectivement, elle n'existe pas, vous n'allez pas exploiter cette information. En revanche, si elle vous donne exactement l'article dans lequel elle a trouvé l'information, là, c'est exploitable. Voilà. Ça, c'est vrai pour l'écrit, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est de la voix. Vous pouvez créer de la musique, vous pouvez créer des identifiants, des jingles, vous pouvez créer des publicités, vous pouvez vous en servir pour créer des logos, pour créer des courtes vidéos pour les réseaux sociaux, créer du graphisme, etc., etc. Il y a des suites spécialisées là-dessus. C'est pas encore une fois mon domaine d'expertise primaire. Je m'y intéresse et je connais un certain nombre de suites qui fonctionnent. Je pourrais vous en citer quelques-unes si vous le désirez, mais je pense qu'effectivement une formation spécialisée avec un spécialiste serait certainement très pertinente. Moi-même, je serais content d'y prendre part en tant que spectateur. Pour donner suite à la question de Frances Louis-Charles, Monsieur Lorrain, puisque vous avez dit que vous avez une collaboratrice à Choc FM à Toronto qui anime une émission sur l'intelligence artificielle, est-ce que ce serait possible de lui demander de faire pour nous une présentation pour la prochaine séance qui se tiendra le 16 juillet prochain? Est-ce possible? Je l'ignore, il faudrait que je lui demande. C'est une collaboratrice bénévole qui est très occupée. Je doute un petit peu qu'elle dise oui parce que on a déjà des difficultés à trouver des créneaux ensemble, mais je lui demanderai. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Question suivante à Fénelon Jean-Marc, d'une radio communautaire du côté de Carrefour, si je me rappelle. Alors, merci à Monsieur Guillaume de la radio Choc FM et merci aussi à Joël Loquet qui a organisé cette conférence aujourd'hui et qui aussi fait un travail remarquable dans le milieu haïtien dans le domaine de la radiodiffusion et essaie de faire connecter les journalistes et les médias et tous les gens qui sont les travailleurs de la presse en Haïti. Et ma question est la suivante. Monsieur a parlé du stage et par rapport à son milieu. Moi, je demande, je veux poser ma question ainsi, est-ce que ce serait possible de recevoir des stagiaires et venant de l'étranger? Alors, non, très honnêtement, non, parce que pour des questions de visa, ce ne sera pas possible. On parle de stages non rémunérés. C'est un échange de partenariat avec des organismes locaux du monde de l'éducation, de la francophonie. C'est très compliqué d'obtenir des visas temporaires pour du travail, pour des stages. Et je suis pas en mesure personnellement de faire ces démarches-là qui ont aussi un coût. Donc malheureusement, la réponse pour notre organisme est non, on est trop petit pour pouvoir le faire à l'étranger. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Prière de le fermer pour nous, s'il vous plaît. Gardez tous vos micros fermés, s'il vous plaît. Oui, Fénon, vous avez encore une question, hein? Oui, une deuxième question pour dire, alors en tant que représentant de la radio Fénon Inter, radio communautaire qui est située au sommet de la commune de Carrefour, dans la deuxième section communale de Tifrené,
Donc, nous travaillons avec les paysans, Bon, la radio a but non lucratif. Donc, alors, ma question est la suivante pour dire à monsieur, est-ce que par rapport à l'intelligence artificielle, les paysans ou les paysannes qui ne savent vraiment rien de la comment une radio communautaire peut s'organiser afin de pouvoir donner plus d'informations et surtout par rapport à l'intelligence artificielle et aux paysans et des sections communales reculées. il y avait des coupures, Fénelon. Est-ce qu'il y a moyen de résumer la question? Votre Internet n'est pas stable. Ok. Résumez la Alors, question. oui, la question c'est que est-ce que par rapport à l'intelligence artificielle et comment la radio communautaire peut s'en servir de l'intelligence artificielle pour servir la communauté de la section communale ou bien reculée. Merci Jean-Marc pour la question. Encore une fois, je suis pas nécessairement le plus expert en la matière. On utilise l'intelligence artificielle maintenant depuis 2 ou 3 ans de manière quotidienne dans nos tâches avec différentes suites qu'on utilise régulièrement. On parle beaucoup de ChatGPT, effectivement. On parle de suites pour la musique, pour le son, comme Suno, par exemple, SUNO, que je vous enjoins à aller explorer. On parle de suites comme Midjourney ou Leonardo pour les images et la vidéo. Allez explorer sur votre ordinateur ces possibilités. Allez sur YouTube chercher des formations et soyez encore une fois soyez acteur de votre formation. Aujourd'hui, Internet, c'est une ressource considérable pour s'auto-former. Je pense que même si vous n'avez pas la chance d'avoir un expert qui va vous parler personnellement, vous allez pouvoir trouver énormément de ressources pertinentes qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous pourriez faire à votre niveau avec vos propres défis avec l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses à faire. Il faut simplement prendre le temps d'aller explorer ce qui existe et en fonction de vos problématiques, de vos défis, vous allez certainement trouver des réponses à ces défis grâce à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en 2 mots, c'est un peu le fond de ma pensée. Voilà. Question maintenant à la radio téléproche de Léogane. Radio téléproche Léogane. Bonjour, je suis Kola Yvna pour la radio téléproche à Léogane. Il est vrai que Monsieur Guillaume, ce n'est pas votre domaine, mais j'aimerais savoir, est-ce que les journalistes ne vont pas disparaître par rapport à l'intelligence artificielle? Et si les journalistes refusent de s'adapter, quel avenir pour les journalistes humains? Un grand débat éthique, merci pour la question. Effectivement, la question est ouverte. Je ne peux pas dire si j'ai la réponse, je n'ai pas une boule de cristal. La plupart des experts sont partagés sur le sujet. Beaucoup disent que l'intelligence artificielle va détruire de l'emploi et c'est certain que on a du souci à se faire en tant que journaliste dans la matière, en tant qu'animateur radio, en tant que rédacteur web ou papier, on pourrait très bien se sentir menacé. Aujourd'hui, en revanche, ce que je dis, c'est que il faut pas laisser passer le train en marche. Il faut prendre ce train. Il faut que vous embrassiez l'intelligence artificielle pour une réalité d'aujourd'hui et que vous utilisiez ces outils pour ce qu'ils peuvent vous offrir aujourd'hui en termes de création de contenu, de rapidité d'exécution, de brainstorming, comme on dit. Ça peut vous permettre de trouver des idées que vous n'aviez pas. Ça peut vous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps et ça peut vous servir, si c'est bien utilisé, comme un véritable assistant personnel
très performant, gratuit, disponible 24 heures sur 24 et qui va vous sauver peut-être le salaire d'un ou deux ou trois employés effectivement. Maintenant, est-ce qu'à l'avenir, nos métiers ne vont plus exister? Je ne le souhaite pas. Je ne le crois pas, mais je ne le souhaite pas. C'est bien évident que l'intelligence artificielle est propagatrice de fausses nouvelles. J'en ai un tout petit peu parlé. Il faut faire très attention dans son utilisation. Et aujourd'hui, de plus en plus, il va devenir difficile de faire la part des choses entre ce qui a été généré par de l'intelligence artificielle ou ce qui est le travail d'un vrai journaliste, d'un vrai artiste, d'un vrai, peu importe. Il y a un groupe de musique, je lisais un papier ce matin en venant ici au bureau qui a été généré entièrement par intelligence artificielle qui s'appelle The Velvet Sundown, qui, vous pouvez aller sur Internet regarder, a généré désormais plus de 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify avec un album entièrement généré par intelligence artificielle. Il n'y a personne d'humain derrière ça, mais le résultat est bluffant, est très, très bon objectivement, dans un style très classique de pop rock anglophone, uniquement nourri par des comment dirais-je, des musiques du passé. Évidemment, le risque, c'est que dans quelques années, plus personne ne trouve bon de produire de la musique parce que ça coûtera trop cher d'aller enregistrer en studio, d'avoir des musiciens, de prendre le temps de le faire. Et ce sera beaucoup plus rapide et facile et finalement, ça générera autant d'argent de le faire avec intelligence artificielle ou plus. Pour ce qui est du journalisme, ça reste d'être la même chose. Ce sera beaucoup plus facile de produire des papiers à la chaîne par centaines tous les jours et d'essayer de les monétiser que d'employer des vrais journalistes. Le problème pour le journalisme, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de data. Elle se nourrit de data, c'est-à-dire de données qui sont disponibles sur l'Internet. L'intelligence artificielle sera jamais en mesure de prévoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'analyser des échéances électorales, par exemple, d'analyser, je ne sais pas moi, de se projeter, de critiquer quelque chose sans un humain derrière, et de toute façon, elle ne va pas pouvoir donner un résultat pertinent, elle va pas pouvoir coller à la réalité. On va s'éloigner considérablement du réel. La véracité des faits ne va plus être garantie. Donc, je pense qu'on aura toujours besoin dans nos sociétés, dans une démocratie, de journalisme. Aujourd'hui, plus que jamais, demain plus que jamais avec l'intelligence artificielle, il va falloir pouvoir trouver les bons outils pour prouver qu'on est toujours pertinent, qu'on est plus que jamais pertinent, qu'on a besoin de nous, que la société a besoin de journalisme qui informe les citoyens et non pas d'une intelligence artificielle qui va créer des fausses informations de toutes pièces. Merci, Monsieur Lorrain. J'aimerais seulement signaler que actuellement au Japon, il y a des stations de télévision qui utilisent des présentateurs virtuels. Ça coûte rien du tout et c'est plus précis. Donc, il y a vraiment de bonnes raisons en tant que journaliste de se questionner sur l'avenir de la profession parce que avec l'automatisation, bon, tout peut arriver. Et il y avait Madeus 1100 depuis Saint-Marc qui avait une question. Est-ce qu'il est toujours là? Madeus 1100 de Radio La Voix du Salut à Saint-Marc et correspondant de Radio Quisqueya, toujours à Saint-Marc. Madeus, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, Madeus. Alors, je suis Madeus 1100 et correspondant de Radio Quisqueya et à Port-au-Prince, mais je suis à Saint-Marc de Débat-Tibonite. Merci.
Alors, je voudrais féliciter M. Guillaume pour son exposé. Ma question est la suivante. Serait-il possible de trouver l'exposé de M. Guillaume comme document? Alors, merci, je partagerai la présentation effectivement que je vous ai partagée à l'écran. Vous allez pouvoir retrouver l'essentiel de ce que j'ai dit, je pense. Et je partagerai, vous avez aussi dans la présentation un courriel, vous pourrez nous revenir si vous avez des questions plus précises. C'est pour cette raison que j'ai demandé à tout le monde d'inscrire votre adresse email et votre numéro de téléphone dans le chat. C'est une façon pour moi de rester en contact avec vous. En général, tous nos prédécesseurs, enfin, les intervenants précédents m'ont toujours envoyé leur présentation, le plan, si vous voulez. Et moi, je partage avec tout le groupe. Donc, il n'y a pas de souci. Monsieur Lorrain va faire de même et je partagerai avec vous aujourd'hui ou demain le contenu de l'exposé, enfin, l'essentiel de ce qu'il a développé aujourd'hui. Question de la part de Radio Communautaire de Cornillon, s'il vous plaît. Et bonjour, M. Jorel, bonjour, M. Lorrain. Je suis Ernest Camille, directeur de la Radio Communautaire Cornillon FM, émettant depuis la commune de Cornillon-Grand-Bois depuis 2 janvier 2011. Et la dernière recensement de la Conatel remonte en 2019, fait état d'une 60aine de radios communautaires partout en Haïti. Et ma question, c'est, dans son intervention, M. Lorrain, on a parlé de l'introduction de la nouvelle technologie et de l'information et de la communication pour une très large diffusion plus efficace. Votre Internet est instable, Cornillon, Monsieur Camille. Oui. Résumez la question parce que l'Internet est instable, s'il vous plaît. D'accord. Et les questions de matériel, l'Internet chez nous, dans les milieux reculés, ne répond pas. Comment vous pouvez nous aider à trouver des partenaires pour nous aider dans les formations, les matériels appropriés pour que nous puissions faire face avec des problèmes? Alors, je ne suis pas certain d'avoir bien compris toute la question, Camille, mais l'Internet n'est pas bon chez vous, la technologie fait défaut un petit peu, c'est ça? Et si j'ai compris la question, Monsieur Lorrain, il voulait savoir, bon, bien que je connais la réponse, il voulait savoir est-ce que vous pouvez aider les radios communautaires haïtiennes à trouver du matériel? Enfin. Alors, aider à trouver du matériel, peut-être, mais je dois dire qu'on a remplacé nos consoles ici de diffusion par du matériel plus récent et on a des consoles. Et j'avais justement été approché par le représentant d'une radio haïtienne il y a quelque temps qui était intéressé pour les acheter. Le souci étant que c'est un matériel volumineux, lourd, et que le transport risque de coûter cher. Et donc, je suis pas certain que ça ait un sens financièrement parlant. Mais si quelqu'un est intéressé, je pourrais vous en dire plus là-dessus. On a 2 consoles, on a même 3 consoles. Il y en a une qui ne marche plus, mais qui est qu'on a gardé pour les pièces parce que ça peut être intéressant. Mais on a 2 consoles qui fonctionnent bien et qu'on pourrait vendre. Je ne suis pas en mesure de les donner, malheureusement. On a un organisme sans but lucratif, mais toutes les immobilisations que l'on possède doivent rester en comptabilité et si on s'en sépare, on doit les vendre. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Cornillon, vous avez entendu la réponse? Camille, vous avez entendu la réponse? Bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'imagine qu'il y en a. Junior Médé, vous avez une question peut-être? Ah, oui, il y a Romero Rome qui a une question. Allez-y, Romero. Oui, c'est Mackinson Rémy et c'est mon question de Romero Rome.
Et bonjour, Monsieur Lorraine, bonjour à tous les participants, et bonjour à Madame Ampayo Glacia, qui est là. Donc, je pose le même problème, le problème d'Internet de chez nous. Les correspondants, des fois, interviennent quelques jours après les événements en Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'actualiser pour nous en Haïti la qualité de l'information que les correspondants diffusent ici à Port-au-Prince et dans leur radiodiffusion? Alors, je ne suis pas certain de savoir ce que moi je peux faire pour vous. En tout cas, j'ignore vraiment le détail de vos problématiques. Mais si c'est d'un point de vue technique, là encore, il faudrait que j'ai une meilleure compréhension de vos équipements, de vos défis. Et puis, je suis pas non plus technicien. On a ici un technicien contractuel qu'on appelle lorsqu'on a besoin de son expertise pour dépanner ou installer des nouveaux matériels. C'est quand même un métier. Avec le temps, j'ai appris un certain nombre de choses, mais je serais pas en mesure, ou en tout cas, je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais pas pouvoir vraiment vous aider là-dessus. Ok, Monsieur Lorrain. Et moi, j'ai une question personnellement pour vous. Vous parlez de radio communautaire. Est-ce que vous pouvez partager avec l'auditoire les secrets pour la bonne gestion d'une radio communautaire dans un pays sous-développé comme Haïti? Alors, la gestion d'une bonne radio communautaire, au Canada, je la connais, elle est complexe. Au quotidien, c'est une bataille permanente pour exister, survivre et trouver des fonds. J'imagine que la situation est probablement similaire, voire bien plus compliquée chez vous. En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, on n'a pas de subvention pérenne, on n'a pas de fonds de fonctionnement. Donc, si je ne rentre pas de la publicité, si je ne vais pas faire des ventes, si je n'ai pas des contrats avec des organismes divers et variés, je mets la clé sous la porte. J'ai 6 personnes à payer, plus un certain nombre de stagiaires de temps en temps. En ce moment, on a 3 stagiaires d'été qui sont également rémunérés. On parle d'un budget de fonctionnement de 30 à 50 000 $ par mois. Donc, cet argent, il faut le fabriquer, il faut le trouver. C'est compliqué. J'ai pas une solution miracle. C'est beaucoup de travail. C'est aussi des erreurs parfois. On fait des erreurs. On n'est pas 100% parfait, mais il faut ne pas hésiter à faire des erreurs pour avancer. Il y a des solutions qu'on apprend à faire fonctionner. Se doter d'un réseau le plus efficace, le plus grand possible d'acteurs et d'actrices de votre secteur, connaître des gens qui vont pouvoir vous dépanner, vous aider, que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour vous dépanner techniquement, que ce soit même juste des ambassadeurs de votre marque, comme je le disais, qui vont faire parler de vous en bien dans leur communauté, dans leur groupe. Le bouche à oreille, c'est le premier des moteurs publicitaires pour faire connaître un média. Encore une fois, on peut dépenser de l'argent dans la pub, on peut acheter de la pub sur Facebook, on peut mettre des grands panneaux publicitaires dans une ville, on peut faire plein de choses, mais ça commence par l'humain, ça commence par devenir ami avec des gens, prendre le temps de le faire, prendre le temps de les connaître, prendre le temps de comprendre quels sont leurs défis à eux, comment est-ce que vous pouvez les aider, et à partir de là, ils vont vous faire confiance. Établir cette relation de confiance, ça prend du temps, mais à la fin, c'est payant. Ensuite, comme je dis, je suis pas technicien sur les aspects techniques. J'imagine que vous avez des gros défis aussi. La diffusion radio, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a aussi la diffusion par voie satellitaire, peut-être qui serait à explorer, je ne sais pas.
la diffusion par Internet semble être quelque chose d'encore difficile en Haïti. Je comprends très bien. Je pense que vous êtes en 2 ou 3G peut-être, avec des connexions instables par endroit. Donc, c'est certain que il faut pas, là, vous n'allez pas pouvoir faire de miracle avec ça. Je vois pas très bien ce que vous pourriez faire. Vous devez plutôt miser sur les ondes pour exister, pour vous faire connaître. Mais encore une fois, au-delà des ondes, au-delà de ce que vous faites, pas hésiter à sortir des bureaux, à sortir des murs, à les démarcher, à vous rendre présent sur des événements, vous faire connaître auprès d'associations, de groupes, de communautés, de collectivités. Il faut que lorsque ces gens-là ont besoin de se faire voir, ils pensent à vous. J'aimerais vous rappeler, Monsieur Lorrain, qu'en Haïti, les radios communautaires sont constituées de bénévoles. Autrement dit, il n'y a pas vraiment d'employés. Ce sont des bénévoles, des volontaires qui contribuent à la bonne marche de la radio. Et ces radios communautaires aussi ne sont pas supposées faire de la publicité. Bon, je ne connais pas trop comment ça fonctionne au Canada, mais c'est ça la réalité. Et est-ce pourquoi la plupart des radios communautaires font face à de sérieux problèmes de fonctionnement, et parce que la communauté qui est supposée les supporter, souvent, elle n'est pas en mesure économiquement, financièrement, de répondre aux obligations de la station. Donc, ça contraste un petit peu avec la réalité canadienne. Alors, pour bien comprendre quel est le modèle économique, c'est uniquement fondé sur le don, sur des membriétés, comment est-ce que une radio communautaire en Haïti fonctionne très concrètement? Théoriquement, et s'il y a un problème, disons que la radio fait face à des problèmes de batterie pour alimenter les panneaux solaires, bon, parce qu'en Haïti, souvent, il n'y a pas d'électricité. Normalement, c'est la communauté qui est supposée cotiser pour permettre à la station d'acheter de nouvelles batteries. Et souvent, parce que la radio communautaire en Haïti émet sur un rayon donné. C'est pas une radio qui émet sur une grande portée. Donc, souvent, le village auquel appartient cette radio n'est pas en mesure de permettre à la station de faire face à ses obligations. Est-ce pourquoi souvent ces radios communautaires se tournent vers l'extérieur, la diaspora ou d'autres contacts personnels pour arriver à la survie de la station? C'est ça la réalité en Haïti. Oui, je comprends. Mais alors là, il faudrait certainement faire un petit peu de lobbying pour modifier le modèle économique, parce que avec un tel modèle, je vois mal comment vous allez pouvoir développer une activité pérenne et grossir. On est aussi ici, on travaille énormément, je l'ai dit, avec des bénévoles. On a plus de 40 bénévoles actifs chez nous, mais on a aussi des employés et je pense que si on veut grossir un petit peu, c'est indispensable d'avoir un certain nombre de personnes sur lesquelles on peut compter et que l'on va être obligé évidemment de payer. Un média, aujourd'hui, dans le monde, il y a des médias qui sont publics et qui bénéficient de subventions publiques, hein, on est d'accord, ça existe. C'est pas notre cas pour les radios communautaires, ce que je comprends ni en Haïti ni au Canada. Dans ces circonstances-là, il reste guère que 2 modèles. Le don, mais comme vous l'avez dit, c'est assez difficile. Les communautés ne sont pas nécessairement suffisamment impliquées ou n'ont pas les moyens de soutenir de manière durable les radios communautaires. Ce qui reste, c'est la publicité. Si il existe une législation qui vous interdit de faire de la publicité, il faut vous regroupiez massivement, toutes les radios communautaires. Il faut que vous ayez une action concrète auprès du gouvernement pour expliquer que il en va de la survie du journalisme local, il en va de la survie des radios communautaires, que vous avez besoin d'argent pour exister, pour continuer de vous adapter, prendre le tournant numérique, etc., etc. Donc, ça prend des gens qui se rassemblent. Chaque petite radio communautaire locale devrait s'associer dans une action concrète, peut-être auprès des instances gouvernementales, peut-être, voilà, pour à mon sens, faire évoluer la législation en la matière et pouvoir permettre à ces radios
de faire de la publicité, de la commandite. Au-delà de ça, ben, vous pouvez toujours espérer trouver un grand donateur, une entreprise privée qui a envie de soutenir votre cause, mais très honnêtement, je parierai pas trop là-dessus. Donc, encore une fois, je suis pas un magicien, là, j'ai pas de solution parfaite, mais ce que je vois, c'est que nous, on a ici un pied dans le public, la mission communautaire, avec tout ce que ça comporte effectivement de gratuité, entre guillemets, que l'on fait pour la communauté, pour la faire vivre, pour la faire exister, pour lui donner des informations et pour l'inclure dans nos programmations. Mais on a aussi un pied dans la sphère commerciale. De fait, on est obligé de le faire si on veut pouvoir survivre. Oui, merci, Monsieur Lorrain. Je cède la parole maintenant à Guino Duvernay. Guino Duvernay travaille pour Réseau Nord-Ouest depuis Cap-Haïtien, dans le nord du pays. Guino Duvernay, s'il vous plaît. Merci, Dr. Locke. Je salue Guillaume Lorrain. Félicitations et merci pour votre présentation. Alors, ma question n'est pas trop différente à celle du Dr. Locke. Alors, c'est parce que nous, alors, normalement, chez nous, en Haïti, alors, vous avez quand même des informations sur nous, sur Haïti. Les radios communautaires fonctionnent évidemment avec de faibles moyens, non pas de moyens de réalité. Nous avons un État qui n'est pas, on dirait, comme si on dit, qui n'existe pas, parce que, et ordinairement, dans des communes, les radios communautaires devraient justement avoir des supports de la mairie, les autorités locales. Ordinairement, même les autorités locales aussi cherchent des moyens, ou bien cherchent des aides, des supports. C'est-à-dire les vulnérables, ils sont très, très, très vulnérables. Donc, et pour chez vous, ou bien au Canada, comment on gère les bénévoles, par exemple? Par exemple, ordinairement en Haïti, quand on parle de bénévoles, ou bien il y a des jeunes qui ne savent pas vraiment, ou bien qui ignorent. Quand on parle de bénévoles, on dit qu'on a des besoins, on a des attentes, et on ne peut pas faire des bénévoles. Mais on dirait que ces jeunes aussi ne peuvent pas faire la différence entre bénévoles ou bien de salariés ou autres. Mais chez vous, dans des médias communautaires, comment on gère les bénévoles, mais comment on fait vraiment, quelle idée, quel conseil vous pouvez nous donner en Haïti pour arriver à survivre, ou bien pour gérer la pérennité d'une radio communautaire qui confronte pas mal de problèmes, pas d'électricité, pas de support de l'État, ou autres. D'ailleurs, même le ministère de la Communication, le ministère de la Culture ne savent pas vraiment combien de radios communautaires qu'il existe en Haïti. Et quel conseil que vous pouvez nous donner, et aussi comment on gère les bénévoles chez vous dans des radios communautaires là-bas? Merci pour la question. Je pense que je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail encore une fois parce que ma connaissance du milieu local est limitée, mais mon conseil, ce serait effectivement de vous mutualiser, de travailler, de réfléchir, non pas au niveau local, mais ensemble. Vous devez essayer de, s'il n'existe pas de registre des radios communautaires en Haïti, il va falloir en créer un, il va falloir inviter toutes les radios communautaires à s'inscrire à ce registre, à développer une visibilité pour faire du lobbying, comme je le disais, pour être plus fort ensemble, auprès des instances, auprès des entreprises, auprès de bailleurs de fonds potentiels, auprès de clients potentiels, etc. Pour ce qui est des bénévoles, comment est-ce que nous on les gère? Comme je le disais, on a une équipe. C'est pas moi personnellement qui vais gérer les uns et les autres en permanence, même si dans le détail, c'est quand même moi qui vais beaucoup les recruter,
les accueillir et leur mettre le pied à l'étrier, y compris leur montrer techniquement comment on fait de la radio, leur donner des formations pratiques, etc., etc. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a systématisé une approche avec des documents, des procéduriers, des vidéos, des webinaires qu'on va leur partager pour leur permettre d'apprendre plus vite le métier. On va pas toujours avoir quelqu'un qui va être derrière eux. On va leur partager et ensuite on va leur demander quelles sont leurs questions, quelles sont préciser ce qu'ils n'ont pas compris. Aller trouver des bénévoles pour nous, c'est pas très dur parce qu'on a la chance d'avoir une communauté où des gens viennent vers nous, notamment des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants, et cherchent une première expérience canadienne. C'est ça qu'on leur offre. C'est très valorisé ensuite sur le marché de l'emploi, donc ça peut leur permettre d'aller trouver un emploi parce qu'ils ont déjà fait du volontariat chez nous. C'est un argument de vente, entre guillemets, pour trouver des bénévoles. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais leur offrir en tout cas une première expérience professionnelle, ça aide. Leur offrir des formations, ça aide beaucoup. Ces formations, elles sont valorisées, valorisables, elles sont techniques, elles sont journalistiques, elles sont des formations en communication. Vous êtes un média, vous maîtrisez l'art oratoire, vous maîtrisez la rédaction, etc. Donc, vous avez de l'or dans les mains à offrir. Vous offrez ces formations aux bénévoles. En échange, ils vous donnent de leur temps. C'est une manière de les convaincre. Pour eux, c'est aussi valorisable ensuite sur le marché de l'emploi et ça vous permet aussi, vous, de briller en tant, non pas que simplement média ou radio, mais aussi comme organisme de formation. Vous voyez, j'ai appris ça à la radio X ou Y. C'est très valorisable. Et puis, au-delà de ça, pour les convaincre, il faut leur prouver que la mission qui est la vôtre, elle est d'intérêt public, elle va aider les communautés localement, elle va aider leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles, leurs oncles et tantes, elle va informer, elle va lutter contre la désinformation, elle va lutter contre des groupes qui voudraient les manipuler, etc., etc. Donc, votre mission de journaliste, elle est aussi précieuse et il faut arriver à convaincre les bénévoles que en participant à la radio, ils font vivre la communauté, ils la font grandir, ils la protègent, etc., etc. Et merci, Monsieur Lorrain. Permettez que je salue au passage Monsieur Jean-Lucien Borges, qui est le directeur de la radio-télé Guinée, la radio qui émet exclusivement en langue vernaculaire, en créole en Haïti, et qui est composée d'une panoplie de réseaux. Et enfin, c'est l'une des plus grandes stations de radio qui couvre tout le territoire, presque tout le territoire. Bonjour, Monsieur Borges. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette formation. J'accorde la parole maintenant à James Da, mais je pense que c'est James Da Villemar, si je me rappelle, qui est dans le nord du pays. James Da, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur Joël Locquet. C'est James Francis. Bon, maintenant, je suis plutôt dans le sud du pays parce que je suis journaliste et directeur de la programmation de la radio Télé Caramel. Mais je voulais intervenir surtout sur la question de l'économie média, particulièrement sur la question de médias et communautaire. Donc, je voulais apporter quelques informations qui peut-être que vous connaissez déjà. Parce que les radios communautaires, elles ont pris naissance dans un contexte et particulièrement pour défendre des causes. Donc, et par rapport à ça, donc, la première mission des radios n'était pas surtout de questions de faire de l'argent. Et ça a causé un manque à gagner. Et par conséquent, ces radios-là sont financées surtout par des projets, c'est surtout dans une dynamique de l'aide. Donc, et surtout dans la communauté où se trouvent ces radios-là, ce ne sont pas des communautés où il y a des activités économiques pouvant servir de fonds pour organiser la radio ou les radios. Je pense que pour moi, il faut bien entendu faire des lobbying, surtout et influencer ou modifier la législation haïtienne, surtout pour pouvoir créer un fonds national qui pourrait
et partager avec les radios communautaires et réfléchir ensemble comment peut-on mettre ensemble ou du moins comment peut-on inventer ou bien élaborer un processus de financement pour les radios communautaires. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très problématique. Il faut quand même réfléchir de manière profonde pour pouvoir identifier les meilleures manières qu'on peut arriver à un projet de financement pour les radios communautaires. Mais c'est un peu compliqué par rapport à ce que je comprends et par rapport à toutes les expériences que j'ai faites déjà dans les radios communautaires. Mais vous avez tout dit, monsieur, je n'ai pas vraiment de commentaires à ajouter. Bon, c'était plutôt un commentaire et pas forcément une question. Je salue encore au passage M. Patrick Moussignac, qui est le directeur de la station la plus populaire à Port-au-Prince, Radio-Télé Caraïbes. Merci M. Moussignac d'être avec nous à cette formation aujourd'hui. J'accorde la parole à présent à Junior Médé. Junior Médé, vous avez le micro. Alors, votre signal Internet est très mauvais, Monsieur Médé. allô? Bon, c'est très mauvais votre signal, ça n'arrive pas à passer. Je vais devoir accorder la parole à Ikmouk Corneille depuis Port-de-Paix, Radio Marconi. Ikmouk Corneille, qui avait levé la main. Corneille. Bon, essayez encore, Monsieur Médé, pour voir si ça peut aller mieux parce que votre signal Internet est très mauvais. Bon, dans ce cas, je vais accorder la parole à Peterson Luxama. Je crois que c'est Radio-Télé Caraïbes. Peterson Luxama, à Port-au-Prince. Peterson Luxama. Allez-y, Peterson Luxama. Et... Bon, sinon on va revenir vers vous. On va demander à Jamsley Georges. Oui, allô? Allez-y. Bonjour, monsieur Lopez. En commentaire, ok. Merci. Je suis Peterson Luxama, journaliste à Radio-Télévision Caraïbes, mais je suis correspondant de RFI à Port-au-Prince. Je salue cette initiative très louable, intéressante, d'écrire sur la radio en Haïti. Donc, le collègue qui vient d'intervenir a effleuré ma préoccupation. Je voudrais justement demander à M. Guillaume Lorrain, parce qu'aujourd'hui en Haïti, je pourrais dire qu'on assiste au déclin de la presse en Haïti. Aujourd'hui, tout est prêche, notamment avec l'expansion des nouvelles technologies. Dès qu'on visionne en téléphone, on pense qu'on est journaliste, et ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a encore la question économique des médias aujourd'hui. Je voudrais savoir, M. Guillaume Lorrain, quels conseils que vous pourriez apporter, donner aux responsables des médias communautaires pour éviter de ne pas tomber dans le piège des nouvelles technologies aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour la question. À mon sens, les nouvelles technologies ne sont pas un piège, mais un atout considérable pour nos métiers pour l'instant. On a parlé des limitations de l'intelligence artificielle et du risque qu'elle présentait à l'avenir, peut-être dans un avenir assez proche pour nos métiers, mais pour l'instant, il faut le prendre comme un outil, une expansion de notre mémoire, de notre intelligence, de notre capacité à produire des nouvelles. L'important, à mon sens, pour un journaliste en 2025 plus que jamais, c'est de se présenter comme tel et d'apporter la plus-value journalistique qui n'existe pas chez n'importe quel créateur de contenu en ligne, web avec son téléphone intelligent qui pense faire du journalisme sans en faire. L'important, c'est de travailler sur la déontologie journalistique, d'appliquer strictement cette déontologie, pourquoi pas de vous constituer un corpus de déontologie journalistique de grands médias internationaux de première importance
et d'y prendre le meilleur de ces déontologies pour vous constituer une politique qui sera la vôtre. Mais encore une fois, un bon journaliste, c'est avant tout la vérification des faits. C'est avant tout donner de l'information pour qu'elle soit la plus juste et la plus réelle et aussi la plus indépendante possible, mais rendre compte d'une situation d'un point de vue journalistique, ça veut dire aller parler à toutes les parties prenantes, ça veut dire citer ses sources, ça veut dire, etc., etc. Je ne veux pas vous faire un cours de journalisme, vous êtes mieux à même que moi de connaître tout ça, mais il faut être en mesure de se différencier. Donc, à mon avis, c'est par le professionnalisme de l'approche que ça passe en premier lieu. C'est par cette rigueur-là que vous allez pouvoir garder la confiance de vos lecteurs, de vos auditeurs. On va vous faire confiance davantage qu'au premier influenceur venu qui va se filmer avec un maillot de bain devant un accident de la route, plutôt qu'un vrai journaliste qui va arriver avec son matériel et des questions pertinentes et qui aura travaillé le sujet. Mais dans le détail, je ne vois pas d'autre manière de faire que ça. Monsieur Lorrain, j'accorde la parole maintenant à Jamsley Georges. Jamsley Georges qui a levé la main. Bonjour tout le monde, je suis Jamsley Georges, je suis journaliste, reporter à la radio Tête à Tête et correspondant à Island TV. Ma question a deux volets. Quel est le bon et le mauvais côté de l'intelligence artificielle dans un pays en pleine de crise? Quel avantage une radio communautaire peut-on offrir avec des journalistes qui vont travailler dans le pays moins avancé? Merci. On a déjà beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est pas nécessairement mon domaine de spécialité. Ce que je vais vous dire va répéter les présentations que j'ai un peu données. Que ce soit dans un pays développé ou non développé, je pense que l'approche est sensiblement la même. L'intelligence artificielle reste la même partout dans le monde et elle va pas avoir une approche différente. Il faut la prendre comme un outil d'investigation pour aller chercher des contenus et des idées. Il ne faut pas la prendre pour aller chercher de l'information. Bien évidemment, ça reste votre métier, d'aller chercher de l'information. Ça reste le métier du journaliste. Elle sait par contre trier, elle sait organiser, elle sait trouver des questions pertinentes peut-être plus vite que vous. Elle sait traduire, elle sait faire plein de choses. L'intelligence artificielle, il faut l'utiliser pour ça. Avant de passer la parole à Deloutson Saint-Pierre de Radio Max FM à Saint-Marc, Monsieur Lorrain, il y a une question de la part de Jacqueline Cherilus en coulisses. Cherilus il est le PDG de Radio-Télévision Axe Mobile et une radio en ligne qui fonctionne à Port-au-Prince. Alors, la question est la suivante. Quelle est la différence entre la programmation de la radio communautaire et la radio commerciale? Donc, il veut savoir, est-ce qu'il y a une différence au niveau de programmation entre une radio communautaire et une radio proprement dite commerciale? Oui, merci. Bonne gestion. En termes de programmation, la différence principale, comme je l'ai dit, à mon sens, c'est l'offre qui est la nôtre en tant que radio communautaire, de faire directement participer la communauté à nos ondes par la création de contenu. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas possible, bien évidemment, dans une radio commerciale ou même chez le diffuseur national qui est ici, Radio-Canada. En termes de quotas, on a aussi des réalités. Je m'excuse, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc, je disais que c'est une bonne question. On a des réalités différentes en termes de quotas de musique, notamment. On a des réalités différentes en termes de législation, notamment publicitaire aussi. Mais sans entrer trop dans le détail, ce qui fait la grande différence, à mon sens, j'en ai un petit peu parlé, c'est la mission d'une radio communautaire de travailler pour sa communauté, c'est-à-dire
de travailler pour l'information communautaire et civique et pour intégrer directement sur nos ondes, dans notre programmation, dans notre travail, des membres de la communauté, à titre de membre, à titre de bénévole, à titre de recherchiste, etc., etc., de leur offrir la possibilité de participer en ondes à la création de contenu. Nous ouvrons le micro pour Dieu Ludson Saint-Pierre de Radio Max FM depuis Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite. Bonjour, Monsieur Joël Locker. Bonjour, Monsieur Lorrain, pour votre exposé. Alors, je suis Dieu Ludson Saint-Pierre, comme vous venez de le dire. Alors, je suis le présentateur vedette de l'émission Journal sans force côté à cette dite radio. Ma question se porte de manière ainsi pour Monsieur Lorrain. Et quel conseil vous pouvez donner à un pays comme aux journalistes, ou notamment aux jeunes journalistes en Haïti, pour bien monter un projet de radio communautaire? Pour monter le projet d'une radio communautaire, c'est un vaste projet, vaste question. Ça va m'être difficile de vous donner des conseils pratiques en quelques mots. Le principal que je verrais, moi j'ai pas fait cet exercice-là puisque notre radio communautaire existait, je l'ai dit, bien avant que j'en prenne les rênes, mais elle a eu une existence fragile avec des hauts et des bas et des situations financières notamment difficiles par le passé. C'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, mais bien faire cet exercice stratégique de recherche. Qui est votre auditoire? Qui sont vos auditeurs? Combien sont-ils? Quelle est la sphère géographique que vous espérez pouvoir couvrir? Et faire un budget, des ressources qui vont vous être nécessaires pour aller développer ce projet-là. D'un point de vue législation localement, je ne sais pas quelle est la procédure, mais il doit certainement y en avoir une. Vous ne pouvez pas décider de lancer une radio certainement sans autorisation. Quels sont vos compétiteurs? Quelles sont les autres radios autour? Qu'est-ce qu'ils font? Faire une bonne étude de marché, ça va vous permettre de vous différencier, pourquoi pas. Mais encore une fois, allez essayer de connaître ses auditeurs, faire des sondages, aller à leur rencontre. C'est la première étape pour voir s'il y a vraiment un besoin, et si ce besoin, vous allez répondre par votre projet. Vous allez devoir rédiger un cahier des charges, le détailler. Je ne dis pas nécessairement préciser heure par heure tout ce que vous avez envie de faire diffuser en ondes, mais il va falloir vraiment penser à toutes ces questions-là en amont pour voir si le projet a une chance de marcher ou pas. Merci, Monsieur Lorrain. J'accorde la parole à nouveau à la radio téléproche de Léogane. Je vois que la main est levée. Radio téléproche depuis Léogane. Merci, Monsieur Jorel. Merci, Monsieur Jorel. On accorde moins la parole aux femmes dans les médias en Haïti. Les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Est-ce la même chose chez vous, Monsieur Guillaume? Et quelles sont les principales raisons? Quels conseils donneriez-vous aux responsables des médias en Haïti? Merci, Madame. Les femmes sont très représentées chez nous. C'est une volonté de ma part d'aller vers la parité, voire même d'employer majoritairement un personnel féminin quand c'est possible, pour différentes raisons, mais en tout cas, c'est pas vraiment une problématique chez nous. La place de la femme au Canada est quand même depuis longtemps assez présente professionnellement parlant, même s'il y a encore du travail à faire pour la cause des féminines. Mais je saurais trop conseiller que effectivement d'être l'avocat de cette cause, de la défendre et d'aller aussi à la rencontre des femmes et des femmes influentes de votre région, de celles qui font bouger un peu les lignes, de celles qui, dans leur domaine, sont connues, sont reconnues pour ce qu'elles font.
de se rapprocher d'elles pour les connaître, faire leur portrait, mais aussi, pourquoi pas, leur proposer de devenir membre, de devenir bénévole, de créer des contenus qui parlent d'elles, qui parlent de ce qu'elles font. Et tout ça, ça va aider à faire changer, faire évoluer les mentalités. Les mentalités, ça prend du temps à changer, mais c'est par l'action qu'on va réussir. Monsieur Lorrain, je vais essayer d'accorder la parole à Monsieur Junior Médé à nouveau, si son Internet fonctionne. Mais juste avant, j'ai deux questions, j'espère que vous pouvez les répondre. Quelle est la couverture de votre radio Choc FM, la couverture en termes de distance et sur combien de kilomètres? Deuxièmement, est-ce que vous voulez partager avec les directeurs de médias qui sont là, quel est votre budget de fonctionnement annuel? Oui, la couverture, donc on est une antenne au centre-ville de la ville reine de Toronto pour un rayon d'action d'une 60aine de kilomètres aux alentours. En gros, si vous prenez une carte de la région de Ajax à Mississauga, on nous entend, et puis évidemment on nous entend partout dans le monde sur chocfm.ca, la web radio. Pour ce qui est du budget de fonctionnement, on parle de 500 à 600 000 $ par an. Donc, évidemment, vous parlez de dollars canadiens. En effet. Voilà. Junior Médé, est-ce que vous voulez essayer? J'espère que votre signal fonctionne mieux. Allez-y, Junior Médé, s'il vous plaît. Bon. Sinon, il y a Ajas Telusma qui peut prendre la parole. Ajas Telusma. Bon. Dans le cas contraire, si quelqu'un d'autre a une question, il peut monter, pas de problème. Si quelqu'un a une question, je crois qu'il y a Radio Communautaire de Cornillon. Vous pouvez monter si vous avez une question, s'il vous plaît. Et pouvez-vous nous dire de qui les fonds proviennent? Il veut dire, et où est-ce que vous trouvez les fonds? Est-ce que c'est par la publicité? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que vous avez des sponsors? Comment ça se passe chez vous? Parce que c'est pas la même réalité Oui, qu'avec Haïti. Voilà, en deux mots, pour générer cet argent, on parle de plus de la moitié des fonds de revenus publicitaires. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, à mon sens, ce que vous devriez travailler. Il faut absolument que vous soyez en mesure de faire de la pub. C'est ce qui peut vous sauver un petit peu. On parle de publicité nationale chez nous, pour laquelle on a une régie publicitaire qui prend une commission, mais qui va aller chercher des clients et nous trouver ces clients. On n'a donc pas trop de travail à faire, si ce n'est que de programmer des publicités et d'aller ensuite faire des rapports de diffusion. Excusez-moi un instant. Mais pour ce qui est du reste des fonds, on a effectivement un certain nombre de commanditaires. On peut avoir quelques donations, mais c'est marginal. Un petit peu de membriété, mais là aussi, vous imaginez bien qu'à 20 $ par an, fois une quarantaine de bénévoles, ça va pas chercher bien loin. Le reste, ce sont des subventions de projets, comme je l'ai expliqué, projets publics, différentes sphères de gouvernance, que ce soit l'État fédéral, que ce soit le gouvernement de l'Ontario, ou parfois même localement la ville, mais c'est assez rare, pour des projets particuliers qui vont donc se surajouter à nos activités générales. On va devoir développer un certain nombre d'activités supplémentaires qui souvent vont devoir aussi générer des coûts importants. Ça va nous permettre de faire passer un petit peu des salaires, ça va nous permettre de faire passer un petit peu de frais de fonctionnement, mais pas beaucoup. On va parfois devoir sortir de l'argent pour pouvoir en rentrer aussi, mais c'est comme ça que ça marche. Eh bien voilà, Monsieur Guillaume Lorrain, nous avons bouclé les 120 minutes qui étaient allouées à cette formation. Il ne reste qu'à vous remercier d'avoir débattu avec nous le thème de la radio communautaire francophone en milieu minoritaire. Encore une fois, merci d'avoir partagé votre expérience, votre savoir en tant que directeur général du groupe média Choc FM 105.1 à Toronto. Donc, au nom de l'ambassade des États-Unis, enfin du bureau de presse
de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Nous vous remercions et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous serez avec nous dans le cadre de cette série de formations pour les journalistes haïtiens. Merci à vous tous et à la prochaine. On va se retrouver dans 2 semaines pour continuer cette série de formations avec des spécialistes de différents domaines relatifs aux médias. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.